Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode tout à fait particulier où nous allons aborder certains pans d'un homme dont la vie est si palpitante et la destinée si exceptionnelle qu'il passionne et déchaîne même les passions encore 2 siècles après sa mort. Bon, suspense terrible, il s'agit de Napoléon Bonaparte. Alors je ne vais pas vous faire l'affront d'expliquer qui était Napoléon Bonaparte, dont on ne cesse de nous parler ces derniers temps pour le plus grand plaisir de certains. Suivez mon regard. Alors de nos jours, à l'approche du bicentenaire de sa mort, le 5 mai 2021, cette figure historique, elle suscite encore bien des débats. Récemment, un porte-parole du gouvernement a annoncé qu'il y aurait une commémoration en son honneur par le président de la République. L'événement fait polémique et des voix s'élèvent pour s'opposer à ces hommages nationaux. Parce qu'en effet, Napoléon Bonaparte, il est considéré à la fois comme une des figures majeures de l'histoire de France, notamment pour son action de modernisation de l'État, pour ses grandes conquêtes, pour sa finesse en termes de stratégie militaire, pour le rayonnement de la France en général, mais aussi comme, un personnage controversé pour ses actions parfois jugées arbitraire en tant qu'empereur, voire même en tant que despote pour certains. Bref, je vois Richard déjà qui se hérisse dans son coin. Tout ça pour dire que cet homme est irréfutablement un personnage unique et heureusement pour décrypter la destinée de ce personnage, je suis très bien accompagné aujourd'hui parce que j'ai invité Richard Fremder dont on me dit dans l'oreillette qu'il a écrit un livre sur Napoléon Bonaparte qui va sortir courant mai aux éditions du Nord. Napoléon à la plage, un stratège dans un transat. Bonjour Richard. Bonjour Prem. Merci de cette invitation dans une émission, je crois, qui marche très fort. Mais très très fort, et c'est pas du tout pour jeter des fleurs à qui que ce soit. Alors, oui, très chers auditeurs, vous l'avez deviné, il s'agit d'une honteuse opération d'auto-promotion, très mal déguisée, je tiens à le dire, par mes soins, je le confesse. Non, plus sérieusement, en fait, ça fait des mois que Richard consacre une partie de son temps à écrire un bel ouvrage sur Napoléon Bonaparte. Je pense que Richard a cessé de dormir la nuit, d'ailleurs. Ça fait longtemps, mais oui. Ah, et en fait, il aborde la vie de cet homme de façon que j'ai trouvé, moi, pour ma part, abordable, fluide, et plutôt maligne, je dirais, alors que c'est pas du tout une période que j'affectionne. Vous avez compris que moi c'est plus d'égyptologie, et là Napoléon, évidemment, vous n'allez pas y réchapper parmi mes questions. Il y aura la question sur l'expédition d'Égypte, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais tout ça pour dire qu'en moins de 150 pages, on peut découvrir en fait le relèvement de la France par Napoléon Bonaparte en moins de 2 ans, plusieurs de ses stratégies, un peu surprenantes, parfois les stratégies matrimoniales par exemple, d'une importance vitale, mais aussi bien sûr son art de la guerre militaire et économique, et enfin le crépuscule de sa vie si riche d'enseignements. Bref, avec Richard, on s'est dit que nous allions partager avec vous une sorte de petit entretien autour de ce livre, tout simplement, afin de vous livrer un aperçu en avant-première. Donc au fil de quelques questions posées à Richard, nous allons nous immerger de façon plus générale dans l'univers napoléonien, en tentant de mieux comprendre, mais bien tout simplement, qui il était, comment il a lui-même saisi ou non parfois les enjeux de son époque, pourquoi et de quelle manière il a agi dans des contextes très particuliers, afin de décrypter tout simplement plusieurs de ses facettes. Bref, ça va être une excellente opportunité de parler de Napoléon et je sens que Richard aime ce sujet. Quelle intro! Mais oui, c'est parti pour une exclusivité Timeline, la première interview de Richard Fremder au sujet de son livre Napoléon à la plage, un stratège dans un transat. Timeline, Richard Fremder, Prem Karyou. Alors Richard, j'aimerais commencer cet entretien par vous poser une question d'actualité. Attention, on se rattache directement aux événements récents. Oh là là. Alors ces temps-ci, on entend beaucoup parler de commémorer ou de célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Et en fait, quand on parle de commémorer,
dont la racine latine veut dire se souvenir d'eux, c'est plutôt neutre, avec une action qui implique de se rappeler ensemble, avec des points de vue différents, possiblement d'une même réalité. Et à contrario, quand on parle de célébrer, bien sûr, c'est louer avec éclat quelque chose ou quelqu'un. Et là, en l'occurrence, il y a un jugement, des jugements de valeur, des jugements sur l'homme. Donc ma première question, Richard, vous allez célébrer ou commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon ? Ça dépend, on est là pour se fâcher avec les auditeurs ou... Oh là. C'est une vraie question d'ailleurs, ça c'est une vraie belle question. Commémorer, effectivement, belle intro parce que c'est la mémoire avec, c'est la mémoire ensemble, un cum évidemment avec, ensemble. Je suis pas d'accord sur une chose parce que le monde a évolué, c'est commémorer sans, c'est-à-dire en parler sans arrière-pensée, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, c'est en parler avec une arrière-pensée politique. Politique à la fois dans le sens de la cité, donc la vie de la cité, donc encore une fois le recours à Rome et aux Grecs, mais et donc c'est loin d'être neutre. Oui, l'objectivité historique est éminemment difficile, l'objectivité politique n'existe pas. On est bien d'accord. Dans la célébration, il y a un petit côté aussi religieux qui me déplaît assez, pour être clair, mais je pense que c'est réellement pas la vraie question, pour être franc. La vraie question, c'est d'abord, c'est quoi ce pays ? Qu'est-ce qu'on veut de ce pays ? Qu'est-ce qu'on veut dire de ce pays ? On nous dit, cette France est un pays qui a accueilli depuis toujours des tas et des tas de gens, qui est un pays d'immigration naturelle depuis des milliers d'années, ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais si on veut que ce soit vrai, et je comprends qu'on veuille aller vers ça, c'est une chose, l'historien n'a pas à juger, l'historien est juste là pour dire, pour comprendre, pour essayer de comprendre. Si on veut dire ça, je pense qu'il faut célébrer Napoléon. Pourquoi ? C'est ça que je trouve incroyable, c'est que personne d'ailleurs en a parlé. Napoléon, c'est quoi et c'est qui ? Napoléon, c'est quand même un petit bonhomme, physiquement, qui est déjà moins grand que les autres, donc déjà qui part avec un handicap, qui n'est pas français depuis toujours, qui est français depuis quelques années, quelques mois, on ne sait même pas s'il n'a pas triché d'ailleurs sur son année de naissance. Donc si ça se trouve, même il est italien, et objectivement, en étant corse, à cette époque-là, il est presque plus italien que français. Il parle pas très bien français, on le sait, quand il arrive en France, physiquement, dans l'Hexagone, il est accueilli comme un étranger, très clairement comme un étranger, et voyez sa réussite, par son travail. Voilà ce qu'on devrait célébrer, puisque je crois qu'il faut quand même plus célébrer que commémorer. Voilà ce qu'on doit célébrer. Il l'a dit. Non mais, c'est-à-dire, c'est la réussite d'un homme qui a, par la force de son travail, par sa stratégie, on en parlera, par ses ambitions, par ce qu'il voulait faire de ce pays qui l'a accueilli et il a dit un jour, la plus belle chose au monde, c'est d'être français. Il le dit lui-même. C'est ça qu'on devrait célébrer. Et c'est ça qu'on devrait mettre en avant, en exergue d'un pays qui doit, selon certains, être et accueillir l'intégralité du monde, un pays monde, très bien, mais donnons au moins des exemples, donnons au moins des beaux exemples. Et dans chaque exemple, je dis toujours et je le dis depuis longtemps, l'histoire, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il n'y a pas d'heure sombre, il n'y a pas d'heure rose, il n'y a pas d'heure dorée ou quoi que ce soit. C'est la vie, oui, effectivement, il y a des guerres. Bien sûr, on y reviendra. D'ailleurs, je rappelle que jamais une fois, Napoléon a déclaré une guerre. Pas une fois. On lui a toujours déclaré la guerre. Avec une petite provocation parfois tout de même. Je provoque un peu, mais c'est vrai. Légalement, dans la légalité des choses, on va dire, il a toujours été en réaction de guerre. Il les a parfois provoqués lui-même. Ah oui. Mais comme la paix d'Amiens, il savait très bien que ce serait rompu. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, il a tout fait pour que ce soit pas de sa faute. C'est pas lui qui a provoqué les guerres. Donc voilà. Évidemment, il y a des choses, on va revenir, j'imagine, sur l'esclavage, puisque vous allez me poser la question, ça va m'énerver qu'on pose la question. Non, ce qui m'énerve, c'est pas qu'on pose la question, c'est vachement bien, c'est extrêmement important de poser la question. Mais oui, sur la ce question qui m'énerve, c'est qu'on soit de mauvaise foi. Important. C'est important de poser la question, c'est important d'y répondre, et on est là, je dis on, vous comme moi, les historiens, on est là pour répondre à toutes les questions, parce que c'est notre métier, c'est notre job. Encore une fois, il faut pas déboulonner les statues pour les déboulonner, parce que si on déboulonne les statues pour les foutre par terre, ça commence par les statues, ça finit par les têtes. Il faut faire gaffe. Il faut déboulonner la statue pour remonter petit à petit à chaque fois des statues plus
on va dire, plus proche de la réalité, si tant est qu'on puisse à chaque fois s'approcher de cette réalité. Et oui, c'est tout le danger justement quand on parle de commémoration ou de célébration, de l'idéalisation du passé et aussi d'apposer sur un homme euh, l'homme providentiel qui va solutionner absolument tout, qui va avoir en lui de manière innée toutes les solutions et qui va mener une nation vers son incroyable destinée. Et c'est très très intéressant de la part des politiques de pouvoir s'affilier à ce genre de personnage historique qui, pour sa part, qui a une construction historique. Mais c'est excellent parce que c'est exactement ça. D'ailleurs, là aussi, on n'y revient jamais sur le côté homme providentiel et c'est très français. D'ailleurs, on voit pas ça ailleurs. Il y a qu'en France qu'on a l'homme providentiel. Il y a eu une femme, mais l'homme providentiel, on va dire en général, il faut faire gaffe à ce qu'on dit maintenant. Donc, des hommes, des femmes, c'est l'homme en général, l'homme providentiel. Mais c'est extrêmement important pour comprendre Napoléon et c'est exactement ça. Si vous voyez, puisque Ah mais oui, on continue. Si vous permettez, dans cette extraordinaire émission, encore Je une vous en fois, prie, je suis je vous en ravi prie. d'être là. Bon, on va arrêter. L'homme providentiel, c'est, si on prend les choses très clairement, c'est celui qui surgit dans un moment de crise, qui va résoudre la crise et qui s'en va après. Et en général, il s'en va pas de son plein gré. L'homme providentiel, c'est rigolo parce que dans l'histoire de France, on en a eu quelques-uns quand même. On a eu Vercingétorix. Si on prend l'histoire, on va dire à la Lavis, l'histoire traditionnelle. Donc on a Vercingétorix, qui finit plutôt mal, qui finit étranglé dans une prison à Rome. On a Jeanne d'Arc, qui finit brûlée. On a Henri IV, qui finit assassiné, poignardé. Or, la Révolution, au moment de la Révolution, tout le monde sait comment ça va se finir, et c'est ça qui est extrêmement important. Tout le monde sait que on connaît le déroulement parce qu'il y a eu un précédent en réalité. Il y a l'Angleterre, le précédent de l'Angleterre avec Charles Ier qui est exécuté, et le Commonwealth anglais, donc je ne vais pas revenir sur l'histoire, au XVIIe siècle avec le général Monk, et donc la restauration ensuite de Charles II. Je reviens pas là-dessus, mais je pense que votre excellente émission devrait faire une émission sur Cromwell et la guerre civile anglaise. Bon, enfin, On lance beaucoup de fleurs, mais c'est sûr qu'à cette époque, tout le monde se rêve en Monk. Mais évidemment. Et donc on sait comment va finir la Révolution par un général, puisque Monk était donc un général, et on sait que c'est donc un général qui va être le sauveur de la Révolution. Ça veut dire quoi, le sauveur de la Révolution ? Ça veut dire tout simplement sauver les acquis de cette révolution, à savoir, c'est vachement important, les acquis, c'est l'égalité, c'est la destruction définitive de la féodalité, et c'est la vente des biens de l'Église, c'est-à-dire, en gros, pour faire, si je veux synthétiser, c'est la victoire définitive de la bourgeoisie sur la noblesse et l'Église. C'est ça les acquis de la Révolution, et évidemment la liberté, bien sûr. Mais on reviendra sur la liberté, évidemment. Donc, Monk qui va faire un coup d'État, donc on sait que ça finira par un coup d'État et avec un général. Ça, c'est extrêmement important. Or, des généraux, au moment de la Révolution, il y en a quand même un paquet. Et il y en a quelques-uns qui s'autoproclament. Et ça commence avec Lafayette. Lafayette qui se dit, qui n'est pas du tout un type qui se la raconte, on le sait bien, et Lafayette pense que c'est lui le premier sauveur de la Révolution. Et d'ailleurs plusieurs fois il l'a dit, c'est moi qui, il a déjà sauvé, quand on l'écoute, il a sauvé la Révolution américaine, il est le sauveur c'est grâce à lui d'ailleurs, si on l'écoute, sans lui il n'y a pas de Révolution américaine, tout simplement. Mais oui, mais on l'écoute mal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on l'a oublié sans doute. Mais non, on l'a oublié par sa faute. Il y a eu deux faits importants qui ont fait qu'il a raté le fait d'être l'homme providentiel. Il est le général de la garde qui doit, le patron de la garde qui doit garder Louis XVI à Paris. La fuite à Varennes. Et il y a cette fuite à Varennes au moment où lui dort. Et on l'appelle le général Morphée. Parce que et ça commence mal, quand on a ce genre de sobriquet, on ne peut pas être le sauveur. Mais il y a un deuxième point qui est plus important et plus grave, c'est qu'il a fait tirer sur le peuple. Et ça, on ne supporte pas. La France ne supporte pas qu'on tire sur le peuple. Je pense que la France a raison, et c'est ce que Louis XVI d'ailleurs avait compris. Jamais on ne tire sur le peuple, sinon on passe pour un horrible dictateur, etc. Donc, tout s'écroule, c'est raté, c'est pas lui le sauveur. C'est mort. D'ailleurs, il sera obligé de s'exiler, donc de toute façon, c'est terminé. On a ensuite Dumouriez. Dumouriez qui pense que c'est lui. Alors Dumouriez, il a une sacrée aura, Dumouriez. C'est quand même l'homme qui, en 92, a gagné contre les Autrichiens à Valmy. Donc c'est l'homme de Valmy. Donc il se dit, allez hop, je vais être le général Monk. Et il se dit, allez, on va marcher sur Paris tranquillement et on va prendre le pouvoir et on va rétablir ce qu'il faut rétablir.
pas de peau, l'armée ne le suit pas, c'est raté pour lui. Ce n'est pas donc l'homme providentiel. Et on a Pichegru, un peu plus tard. Pichegru, qui est aussi un sacré général, qui va gagner contre les Hollandais, contre les navires hollandais. Donc, sacré général aussi, qui se dit, allez, c'est moi, on y va. Et au moment où il se le dit, pas de peau, c'est Barras qui lui barre le chemin, si je puis dire, puisque Barras fait lui-même un coup d'État, c'est le Directoire, etc. Donc il y aura d'ailleurs un coup d'État quasiment tous les ans, et donc c'est terminé, il a été mis de côté. Et puis arrive un autre jeune général, arrive Bonaparte qui remporte les guerres d'Italie. Quand je raconte tout ça, c'est important parce que tout le monde le sait. Ils sont tous, à l'époque, ils sont tous instruits. Ils connaissent leur histoire de France, justement. Et ils savent ce que c'est que l'homme providentiel. C'est important pour la France. Et ils connaissent l'état du pays, bien sûr. Et donc, les victoires en Italie de Bonaparte sont importantes. Tellement importantes. Je vais mettre une parenthèse parce que, objectivement, c'est pas des grandes victoires. On n'est pas là c'est pas encore Austerlitz. C'est pas encore ces batailles-là. Mais il a su pour la première fois, pas la première fois dans l'histoire, mais en tout cas pour la première fois à cette époque-là, utiliser ce qu'on appelle la propagande. C'est un très grand propagandiste, on y reviendra certainement. Et il a su mettre en valeur ces victoires. Et là encore, on parlait de stratégie, et c'est pour ça que j'ai voulu insister dans mon livre, comme on dit dans les médias, j'ai voulu insister dans mon livre, sur la stratégie. Tout est stratégie chez Napoléon. Et ça, il le sait. L'homme providentiel, il le sait. Et il voit bien, pas idiot, il voit bien l'état général du pays, il voit bien l'état général, les personnages qui sont d'une médiocrité sans nom, tout autour, à part quelques-uns, évidemment, mais qui n'ont pas la carrure de diriger eux-mêmes, les Talleyrand, les Fouché, qui sont encore des petits. Pas encore des traîtres, mais bientôt. Or donc, il est en Italie et il prend l'habit du sauveur. Sauf que manque de peau, il fait la paix de Campo Formio. C'est lui qui la signe. Donc il n'y a plus la guerre à l'extérieur. Donc voilà un problème réglé. Or, quand ce problème est réglé, l'état du pays se rétablit lentement. Et encore une fois, pour que l'homme providentiel arrive, il faut que l'état soit catastrophique. Or, il ne l'est plus au moment où il signe la paix de Campo Formio. Et donc Talleyrand lui dit, profitez-en, allez vous chercher une gloire plus loin, et vous allez être content, Prem, puisque c'est là qu'on va parler de l'Égypte. Allez loin chercher cette gloire, évidemment cette gloire pour la France, etc., avec tout ce qu'on peut y mettre autour. Et quand l'état du pays va se redégrader, parce que forcément il va se redégrader vu les personnages qu'on a au pouvoir, vous reviendrez auréolé de gloire. Et il s'en va. Avec tout ce qu'on sait, donc l'expédition d'Égypte, avec toute la partie scientifique. Justement, j'aimerais bien en dire un mot de tout ce versant-là. Mais allez-y. On va y arriver, mais juste un point important, parce qu'il ne va dans un instant plus être l'homme providentiel. Pourquoi ? Parce que les Anglais et Nelson vont arriver par derrière, si je puis dire, et ils vont couler la flotte française, et l'homme providentiel qu'on attendait, il est coincé à des milliers de kilomètres. C'est terminé pour lui, c'est raté. Très bien, du coup on va pouvoir enchaîner sur la question de l'Égypte, parce qu'en fait l'importance de ce livre, c'est quand même aborder sur la question de l'homme providentiel, c'est comprendre en quoi sa stratégie, ou ses stratégies, ont fait qu'il s'est donné les moyens de devenir un homme dit providentiel. Mais sur la question de l'Égypte, c'est toujours une question de représentation. À ce moment-là. J'ai une question couloir pour vous, Richard, pour recontextualiser un petit peu. C'est en mai 1798, il y a quand même 40 000 soldats qui s'embarquent pour une nouvelle conquête pour la République de France, à partir des ports de Toulon, Marseille, Ajaccio, Gênes et Civitavecchia, que je n'ai pas écorché, beaucoup d'entraînement. C'est le port romain. Oui, tout à fait, en Italie. Et en fait, ils ne connaissent pas encore leur destination, c'est tenu dans le plus grand secret, et ce n'est que fin juin en pleine mer qu'ils apprennent qu'ils vont conquérir l'Égypte. Mais pourquoi, en fait, c'est la question, pourquoi envoyer en Égypte 341 navires emplis d'une telle force armée, dirigés par les meilleurs généraux de la République ? Parce qu'il y a quand même du beau monde. Il y a Bonaparte, général en chef, Berthier, chef d'état-major, mais il y a aussi Lannes, Dezay, Kléber, Caffarelli, Dumas, Murat, Davout et Menou, attrapez-les tous. Vous avez là tous les maréchaux, enfin tous ceux qui vont devenir des maréchaux d'Empire plus tard, que j'appelle ce qu'on appelle les boulevards, si vous voulez, puisque les Parisiens connaissent bien les boulevards extérieurs de Paris qui portent tous les noms des maréchaux d'Empire.
Et donc, quel drôle d'expédition de tous ces grands généraux, avec qui plus est, ils sont accompagnés de savants et d'artistes en tout genre. Et Bonaparte, il explique à ses soldats les raisons de cette invasion. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible en attendant que vous puissiez lui donner le coup de mort. Alors, l'expédition d'Égypte, elle répond à 3 objectifs. C'est occuper l'isthme de Suez afin de couper les routes de l'Angleterre vers l'Inde, utiliser l'Égypte comme base d'attaque contre l'Angleterre en Inde, et enfin fonder une nouvelle colonie qui remplacerait les Antilles, enlevées récemment par l'Angleterre. Donc, en réalité, la façon dont c'est représenté, dont moi j'ai appris cette histoire de France, ce moment-là, moi, clairement, en tant qu'historien, ce que j'ai lu, c'est, en réalité, Bonaparte ne voulait-il pas plutôt que l'Égypte conquérir la France? Alors, je m'explique. Bonaparte, il avait déjà envisagé à cette époque de renverser le Directoire, mais Talleyrand l'en avait dissuadé, en lui disant que c'était trop tôt. Et il lui aurait suggéré l'Égypte, fortement encouragé par le Directoire, qui, pour sa part, voulait se débarrasser de ce général un petit peu trop ambitieux et populaire. Gênant, voilà. Et en fait, l'autorité de l'Empire ottoman y était purement théorique en Égypte à ce moment-là, et la domination des Mamelouks était vraiment affaiblie. Donc c'était une proie facile, si vous passez l'expression. Et en fait, quel magnifique prestige il pouvait en retirer finalement, Bonaparte. Parce que l'Égypte, évidemment, c'est la plus brillante de toutes les civilisations antiques, qui est portée par le Nil, avec ses temples chatoyants, ses pyramides, tous ces mystères. Il ne faut pas oublier que l'Orient, à ce moment-là, est alors éminemment à la mode déjà en Europe, et ça va se renforcer, cet orientalisme fou. Et en fait, après ses premiers succès retentissants, donc à Alexandrie et surtout au Caire, Bonaparte se dirige vers l'Empire ottoman qui venait de déclarer la guerre à la République française, c'est vrai. Et c'est la campagne de Syrie, etc. etc. Mais alors que la flotte française s'est fait anéantir par les Anglais à Aboukir, Bonaparte, quant à lui, stoppé à Acre, et ses troupes terrestres, eh bien, elles sont décimées par la peste. Il lui faut rentrer en France, où il a bien des projets d'ailleurs, mais donc le 22 août 1799, là, Bonaparte, il embarque pour la France, laissant derrière lui des troupes affaiblies et limitées en nombre, qui vont tout simplement perdre bien vite l'Égypte. Mais la question, c'est pas du tout le retour triomphal qu'il espérait, et pourtant... on va y revenir peut-être. Et oui, grâce à ces prestigieuses victoires, les apports de la Commission des sciences et des arts qui font une étude encyclopédique de l'Égypte, enfin tout son entourage d'artistes, toute cette propagande qui rapporte de nombreux dessins et de monuments et des arts, il se développe autour de ce général, eh bien, une fois de plus, un engouement très populaire. C'est finalement une image très romantique d'un conquérant de pays orientaux, alors que techniquement, il n'a pas réussi à conquérir l'Égypte, vu qu'il la perd très vite. Et donc, cette question-là de la représentation, c'est de se dire, est-ce que le Directoire a tenté de se débarrasser de de Bonaparte, décidément, et est-ce qu'il a retourné la situation en sa faveur, ou alors, dès le départ, c'était sa volonté? Ça, c'est difficile dans la représentation, en fait, d'un homme historique. Et si c'était pas tout ça à la fois? Oui, c'est les deux versants. En général, c'est, si je puis dire, sans jeu de mots, c'est souvent tout ça en même temps. Oui, évidemment, à partir de l'Italie, Bonaparte est gênant. Le Directoire s'était pas rendu compte de ce quand ils lui ont donné, il a bien poussé pour ça, il a bien manœuvré pour ça, et encore une fois, sa stratégie a tout fait. Il avait donné une stratégie pour partir en Italie, je vais pas revenir, on reviendra peut-être sur le sujet, j'en sais rien, mais en tout cas, j'en parle dans mon livre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il a pris quand il est devenu général en chef de l'armée d'Italie, ils se sont pas rendus compte à quel point ils se mettaient une épine dans le pied eux-mêmes, parce que non seulement il a remporté les batailles, il a signé les paix tout seul, sans rien dire à personne, il a fait ce qu'il voulait, alors c'est vrai, ils l'ont envoyé en Italie pour rapporter de l'or, parce qu'il n'y avait plus d'argent, donc il fallait que... renflouer les caisses de l'État, oui. Exactement, il a peut-être pris une petite partie au passage, c'est possible. On n'a pas de preuves, mais c'est possible. Mais en tout cas, il a commencé à faire ce qu'il voulait, et surtout avoir une énorme popularité, comme je le dis, parce que c'est un homme qui a compris la propagande. Il sait ce que c'est la puissance des journaux. Et ça, c'est très important. C'est extrêmement aussi important parce que il va faire la même chose en Égypte. Oui, il a perdu l'Égypte. Enfin, il n'a pas conquis l'Égypte, évidemment.
Mais par contre, chacune des batailles, il y a eu des proclamations, des écrits, des journaux envoyés et relatés encore à l'époque par les crieurs, etc. Et également les frères, il ne faut pas oublier les Luciens, les Jérôme, les frères de Bonaparte, enfin les frères Bonaparte qui sont eux à Paris et qui relaient tout ce que fait le frérot, parce que ça c'est important. Oui, bien sûr, il y a toujours cette vision derrière, cette stratégie derrière, la conquête du pays. Vous l'avez dit justement, à l'époque, l'orientalisation est à la mode. Et évidemment, quand on est un conquérant dans l'âme, parce que c'est ce qu'il est, faut pas oublier que ces généraux-là, quand ils sont à l'école de guerre, ils apprennent Jules César, ils apprennent Alexandre le Grand, et dans l'ordre Alexandre le Grand et Jules César. Leur rêve, est-ce que c'est pas de faire la même chose? Est-ce que c'est pas d'aller conquérir l'Asie entière? Et il aurait pu. Si la flotte française n'avait pas été détruite à Aboukir, certainement, sa vision, c'était peut-être d'aller jusqu'à l'Asie. Il ne savait pas combien de temps ça prendrait, la destruction du pays. Le fait est que ça a pris quelques mois, c'est tout. Le pays a replongé très vite dans les bassesses. Encore que le directoire, on lui a mis beaucoup de choses noires sur la tête. Évidemment. Plutôt, d'ailleurs, grâce à lui, ou à cause de lui, mais ils avaient plutôt fait des bonnes choses. Et donc effectivement, quand il est en Égypte, bien sûr, il y a des batailles et évidemment c'est facile. On va pas se leurrer. Il se bat contre les Mamelouks. Je vais pas les traiter de barbares dans le sens latin du terme, c'est-à-dire ceux qui parlent pas latin, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est assez facile. Encore que quand il est en Égypte, il essaye quand même d'en changer les institutions. Il y a déjà dans son esprit l'envie de régir l'administration, les impôts, etc. Il a des projets extrêmement importants. Il n'est pas resté assez longtemps. Tant mieux ou tant pis, ça peu importe. C'est pas notre sujet. Mais il y a quand même cette volonté. Et donc, de toute façon, derrière, en tâche de fond, on dirait aujourd'hui, il a toujours l'idée de revenir. Mais c'était pas le moment. Jusqu'au moment où il a quand même des infos qui lui parviennent. Jusqu'au moment où il se dit, maintenant, il faut rentrer. Et oui, maintenant il faut rentrer parce que en plus il y a une opportunité qui va se créer, mais surtout tout au long de cette expédition d'Égypte puis expédition en Syrie, il ne cesse de développer une belle propagande, une propagande extrêmement efficace, et même après, lorsqu'il aura atteint le pouvoir, il continuera. J'aimerais revenir sur un épisode très particulier qui va vous énerver, j'espère, Richard. J'aimerais revenir sur le massacre de Jaffa en 1799. Je connais pas. Alors, ça n'a jamais existé. Donc, Bonaparte, en fait, ordonne l'exécution froide de 3000 prisonniers de guerre, à qui ses aides de camp, Beauharnais et Croisier, avaient pourtant promis la vie sauve. Alors, les raisons sont d'ordre pragmatique. Effectivement, cela aurait demandé trop d'efforts de trouver un lieu de détention, de surveiller et de nourrir tous ces prisonniers contre peu d'avantages finalement pour cette campagne militaire, ça je peux comprendre. Et en effet, pour gagner un tel nombre de prisonniers, il aurait fallu détacher aussi un nombre conséquent de ses propres soldats, réduisant ses effectifs. C'était pas vraiment réalisable finalement. Et de même, relâcher les prisonniers aurait été peu raisonnable, ceux-ci pouvant prendre la décision finalement d'aller rejoindre les rangs des adversaires de Bonaparte. Ça aurait été débile même. Oui, mais à ce côté-là, ça aurait été réalisable à condition qu'il renonce à réussir. Je crois que le mot c'est pragmatique. Mm. Et en fait, c'est un pragmatique. Mais c'est un pragmatique monstrueux et sanguinolent. Mais pourquoi monstrueux et sanguinolent? C'est la vie de 3000 hommes. C'est la vie de 3000 hommes, on est en 2021. Quand on dit ça, on est en 2021, la vie, la notion de la vie et de la mort n'est pas du tout la même. D'ailleurs, on le voit, ça fait 1 an et demi qu'on est chez nous, cloîtrés, parce que on a un virus qui tue 0,09% de la population, donc voilà, quelle horreur. Et donc, le monde entier s'arrête, enfin le monde occidental s'arrête. À l'époque, ça n'a strictement rien à voir. La notion de la vie et de la mort, la notion de la guerre. Regardez aujourd'hui, il y a un militaire qui meurt en mission, ça fait la une des journaux. Je dis pas, encore une fois, je juge pas. Je dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis juste aujourd'hui, la mort d'un militaire en mission, donc en mission combat, fait la une des journaux. C'est inimaginable au XVIIIe siècle. C'est notre rapport à la guerre et à la mort a bien changé, et de ce fait, une exécution de masse de prisonniers
est plus, disons, on peut mieux l'entendre. Il y a une notion de normalité, je ne vais pas dire c'est normal, mais on va dire c'est usuel. Voilà, pour être un peu plus politiquement correct. Oui, c'est usuel. Ouais, c'est du froid pragmatisme. Mais c'est froid et pragmatique, oui, bien sûr, évidemment. Et moi, je dirais même que c'est presque cynique, parce que dans sa propagande plus tard, le peintre Antoine Jean Gros, il peint le tableau des pestiférés de absolument. Jaffa, qui représente Napoléon en guérisseur, à la manière des rois de l'Ancien Régime qui touchaient Exactement. les écrouelles des pauvres après la cérémonie du sacre, Exactement. des pestiférés. Il arrive à retourner la représentation de ce qui peut rester pour certains une tâche indélébile pour Bonaparte. Je vous coupe, pardonnez-moi, mais qu'est-ce qu'on retient plus aujourd'hui? On retient les pestiférés de Jaffa et le tableau magnifique, ou on retient 3000 exécutés, à votre avis? On retient mieux le tresse de maillot de Goya. Oui, d'accord, non, mais dans cet épisode-là, on retient le tableau. Oui, évidemment. Évidemment. C'est là qu'il est très fort. Mais je suis désolé, mais regardez aujourd'hui les hommes politiques, c'est la même chose. Oui, la manière d'instrumentaliser un événement, Bien entendu. de le représenter. On est dans et de la l'occulter. propagande. Dans la propagande. Évidemment, il a fait des choses. On retrouve pas tout, parce que, on en parlera, j'imagine, de l'esclavage tout à l'heure, mais on retrouve pas tous les documents. Et à chaque fois, c'est pour ça que je dis, on essaie de reconstruire une statue à chaque fois la plus proche possible de la réalité, parce que les historiens, comme les archéologues, ont besoin d'aller au plus près des sources. Et les sources, il faut qu'on en ait. Si on n'en a pas, ça s'appelle de l'invention, du roman, de la science-fiction, ou de la fiction. Mais cet homme est un homme pragmatique, qui n'a de cesse que d'avoir des stratégies pour arriver à ses fins, parce qu'il a une vision pour la France, il a une vision en général, parce que par ses écrits, ses écrits aussi, mais par ses lectures, il a cette vision, c'est un homme du XVIIIe siècle. Encore une fois, c'est vachement important pour la suite, c'est un homme du XVIIIe siècle, Napoléon Bonaparte. Je le dis déjà dans des conférences sur Léonard de Vinci, quand je dis que c'est pas un homme de la Renaissance, c'est un homme profondément médiéval, il a en lui tout de médiéval, Napoléon Bonaparte n'a rien d'un homme du 19e siècle, c'est un homme du 18e, avec des notions très 18e. Quand on parlera de l'esclavage, lui dans sa tête, il a le code noir, parce qu'il le connaît. Il a Colbert, il a tout ça. Il a absolument, d'ailleurs sur l'économie, en général, sur la finance, c'est un homme qui est un boutiquier. Très 18e siècle. C'est chaque franc compte. D'ailleurs, j'en parle de temps en temps dans le bouquin, mais il lit tout. Tous les documents qui passent par lui sont lus, annotés, etc. Et il reprend certains de ses ministres en disant, là, il y a une erreur d'1 franc 45. Non, mais c'est un truc, vous imaginez aujourd'hui le président Macron faire une chose pareille. Il y a des anecdotes assez amusantes où on se dit c'est pas possible. Avec Napoléon Bonaparte, ce serait jamais arrivé. Bon. Et donc sur les finances, quand l'Angleterre est très 19e siècle, elle tournée vers l'avenir, va user très avant-gardiste, va user le crédit, utiliser le crédit, etc. Lui ne voudra pas. Donc il va retarder justement la France là-dessus. En ça, il n'a pas été un visionnaire. C'est pas un grand visionnaire. D'ailleurs, il y a plein de projets qui lui sont passés sous le nez. Il les a vus. Je parle du sous-marin. Enfin, j'en parle pas. Si, je crois que je sais plus si j'en parle du sous-marin. Je peux parler de la machine à vapeur. Enfin, tout ça, il est passé à côté parce que c'est pas du tout un visionnaire. Oui, au sein de ce livre, je tenais à souligner quand même qu'il n'y a pas une idéalisation en fait de l'histoire, parce que quand on vous entend parfois, quand vous vous emballez, on a l'impression que vous vous battez corps et âme pour défendre Napoléon ou Bonaparte. Oh, Napoléon Bonaparte, cette fusion de deux âmes parfaites. Le héros à égalité. Eh oui, ou ce héros au visage si doux. Mais en fait, au sein de ce livre, je tiens vraiment à souligner qu'il n'y a pas une immense idéalisation de l'homme, déjà en lui-même. D'ailleurs, sans en prendre pour son grade tout de même, parfois vous maniez un peu l'ironie pour parler de ses possibles travers. Alors j'ai un exemple en tête, je vais vous lire, sur le fait qu'il soit surveillé lors des guerres d'Italie de façon à ce qu'il tire pas trop dans la caisse, si je puis dire. Un nouvel employé, le général Clark, fut quand même dépêché pour espionner le futur empereur, sans qu'il ne trouvât aucune preuve ni de trahison, ni de détournement. Il sera plus tard ministre de Napoléon. La fraude était facile, donc tentante. Il y eut des murmures, il y eut des rumeurs, mais point de preuves. Alors, vous laissez le lecteur tirer ses propres conclusions, bien sûr, mais là, c'est quand même
un petit peu orienté parfois. On sent les petits points de suspension. À chacun de faire son avis vis-à-vis des preuves qu'on ne trouvera jamais. Mais je crois que je les ai même mis les points de suspension, 3 petits points. Il sera ministre de Littéralement. Napoléon, 3 petits points. Bah oui, il n'y a pas de preuves, évidemment, il n'y a pas de preuves. Si on était tombé sur des écrits, il y en a chez d'autres. Faut pas oublier que cette époque-là, c'est les fournisseurs aux armées. C'est les plus grands malandrins, les plus grands escrocs, c'est les fournisseurs aux armées. Ils achètent pas cher, ils revendent très cher quand ils fournissent. Vraiment, parce que parfois ils revendent, mais ils fournissent pas. Enfin bon, Napoléon avait fait le ménage quand même, sur certains. Il a mis les siens. Qui... Alors là, on a vu le général Clark qui va devenir ministre, effectivement, sous Napoléon. Tout à fait. Mais on a certains fournisseurs aux armées qui sont des capitaines d'industrie, pour dire ça autrement aujourd'hui, qui vont devenir des grands capitaines d'industrie plus tard et qui seront même au sein de la Banque de France, au comité de direction. Donc, il y a eu du remerciement dans l'air quand même. Donc voilà, l'hôtel particulier qu'il achète, quand il rentre, il l'a pas acheté avec sa solde. Il a tapé, évidemment. Dire qu'il n'a pas tapé dans la caisse, ça me paraît pas possible. C'est tellement tentant. Il y a eu des rumeurs, il y a eu plus que des rumeurs. Il y a un escroc notoire qui a écrit, mais ça aujourd'hui n'importe qui peut écrire sur n'importe qui. C'est pareil déjà à l'époque, qui a écrit que Napoléon aurait dans les mines en Italie aurait piqué de l'argent, presque 1 million de francs, etc. Il y a eu beaucoup de tentations, mais on n'a pas de preuves. Et moi, sans preuves. Oui, et puis de la part d'une tentative d'enrichissement personnel de la part de cette personne qui se destinait à vouloir dominer la France, il avait peut-être une plus grande ambition que s'enrichir. C'était bien le pouvoir. Il détestait l'escroquerie. Il avait, vous allez me dire, tout le monde déteste l'escroquerie, surtout quand ça nous arrive, mais il avait vraiment une haine totale contre l'escroquerie. Il ne faut pas oublier que son père était quand même, sans être un escroc, un personnage un peu délicat, qui a causé des misères à la famille, qui a ruiné la famille. Donc il détestait tout ce qui était toute forme de... Il l'écrit à ses ministres, il le dit à ses ministres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il déteste le crédit. Il a horreur de ça. C'est un homme du XVIIIe siècle, très foncièrement. Donc il pique pas dans la caisse comme ça, quoi. Et quand je dis, il reprend ses ministres sur 1,45 franc, sur X et X pages d'un document, faut imaginer qu'il lit tout, il regarde tout, il y connaissait rien, il a appris. Il est comme ça. Un franc est un franc. J'en ai rencontré des gens comme ça, j'ai travaillé pour des gens comme ça, qui étaient effectivement, qui avaient une aberration, qui détestaient qu'on dépense de l'argent inutilement ou qu'on vole de l'argent, et c'est très bien. Et oui, et c'est toujours une question de grille de lecture aussi avec les valeurs de l'époque, de ce qu'ils portent. Et là-dessus, on a tendance souvent à se réfugier, quand on écrit un livre d'histoire, se réfugier en disant « j'essaye d'expliquer, de conférer un ton un petit peu contemporain à mon récit historique pour que les gens qui le lisent puissent le comprendre ». Mais souvent, les auteurs plus littéraires l'ont fait aussi, et à force de vouloir donner un ton un peu grandiloquent ou de façon à poser nos propres systèmes de valeurs, de représentation, ça dénature totalement nos représentations historiques. Et là-dessus aussi, je trouve que même si ce livre est très abordable, il se lit bien, il est fluide. C'est gentil ça. Il y a un vrai travail de déconstruction en fait de certaines représentations. J'aimerais encore lire un petit passage. Justement, c'est sur le fait de ne pas idéaliser toujours cette situation historique lors des guerres d'Italie. Ce que les Français n'avaient certainement pas prévu, c'est la promesse de liberté que véhiculaient les victoires. Les populations, auparavant soumises aux différents duchés, accueillaient les armées de la République avec enthousiasme, pensant à tort encore une fois que leur liberté était l'idée première des Cisalpins. Stendhal a certainement été grandiloquent dans la Chartreuse de Parme en écrivant « Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée à Milan à la tête de cette armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. La réalité leur fit rapidement comprendre que la liberté avait un prix concret et qu'il faudrait verser plusieurs dizaines de millions de francs, sans compter les taxes et réquisitions arbitraires.
Dans le même temps, Bonaparte nommait une commission d'experts en œuvres d'art, des artistes pour la plupart, pour choisir les œuvres qui iraient enrichir le nouveau musée du Louvre pour la gloire de la liberté. C'est ainsi, par exemple, que les Noces de Cana, cet immense tableau, se retrouvera au Louvre où on peut encore l'admirer. Alors, c'est évidemment volontaire de défaire les clichés de la littérature, parce qu'en fait, à quel point l'histoire souffre de ces représentations, c'est une vraie question. Est-ce que finalement, la littérature nous donne plus de représentations que tous les historiens réunis? Quand on a la plume déjà de l'écrivain de la Chartreuse de Parme, c'est Ça sûr aide. que c'est nettement plus sympathique à lire que certains écrits, même le mien, livres d'histoire. Parce que c'est vrai, j'ai pas voulu faire une œuvre littéraire. C'est pas une œuvre littéraire, c'est pas un roman, c'est pas. J'ai voulu montrer le pan stratégique, enfin, la vision stratégique à chaque fois de Napoléon, avec la vision d'un historien. Le plus neutre possible. Est-ce qu'on peut être neutre en histoire? J'aime bien Napoléon. Napoléon est un personnage romantique avant l'heure. J'en parle d'ailleurs dans le bouquin. C'est que est-ce que c'est pas quelque part lui qui a aidé à la création du romantisme? Mais si on va par là, il a tout créé. C'est Dieu sur terre. Faut pas non plus exagérer. Mais c'est vrai que oui, évidemment, la littérature nous a amené des personnages dont on pensait que c'était là justement des dieux, etc. Bah oui, Chateaubriand va aussi changer d'avis, et puis rechangera d'avis, et puis d'autres aussi, et puis d'autres qui étaient foncièrement royalistes sont devenus foncièrement bonapartistes plus tard, et voilà. Je cite beaucoup Napoléon Victor Hugo dans le bouquin. Et il y a des aspects aussi de littérature, mais j'aime bien ce côté très tangible. Par exemple, on parle là clairement de pillage. De rançon. Oui, c'est une façon de le dire. Non, mais c'est du pillage. C'est du pillage d'œuvres artistiques, mais ce qu'il y a d'amusant pour les Parisiens et pour ceux qui ont encore accès au musée, donnez-moi vos sources, c'est de pouvoir voir encore concrètement les effets tangibles qu'a engendré en fait tout simplement ces décisions. Mais c'est une vraie question. Tiens, je vais vous poser une colle, mais vous savez peut-être parce que je vous l'ai peut-être déjà faite hors micro. Quel est le plus vieux monument parisien? Eh bien, c'est une découverte pour moi. Le plus vieux monument parisien. Vous êtes chez vous, posez-vous la question. Oh là là. Pendant les dîners que vous ne pouvez pas faire à plus de 6 personnes, posez-vous la question les uns les autres. Eh bien, je vais donner ma langue au chat sans même avoir le courage. Le plus vieux monument. J'aurais dit les fondations du Louvre. Ouais, pas mal. Non. Non, l'obélisque. Oh, eh ben oui, vous, l'égyptologue, le passionné d'Égypte, c'est l'obélisque. Évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis toujours, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est entouré de ça. On est entouré de ma victoire m'a rapporté ça. C'est un chef tribal. C'est tout juste s'il n'est pas assis sur son or. En fait, comme l'étaient les barbares, les francs, etc. Ça n'a pas changé. C'est une démonstration de force. C'est ça, c'est la démonstration de force. C'est j'amène vers moi, c'est le signe extérieur de richesse. C'est on va enrichir le Louvre, qui va être le plus grand musée du monde. Et depuis ce jour-là, il l'est resté. Et c'est des vraies questions aujourd'hui, vous qui adorez l'Égypte. Pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment. On devrait rendre l'obélisque, on devrait rendre ceci, on pourrait. Les noces de Cana, on pourrait les rendre. Il y a eu des questions sur, parce que beaucoup se sont posé la question sur il faut rendre la Joconde, etc. parce qu'on l'avait volé, on l'a jamais volé parce qu'il est parti avec. Mais voilà, il y a plein de questions comme ça, c'est vrai. Ça, ce serait des questions à poser objectivement. Si on veut vraiment vivre dans une ville-monde, un pays-monde, et si on veut vivre comme les Schtroumpfs, on pourrait se poser la question. Sauf que c'est pas si simple. En fait. Ce sont des débats historiques très intéressants et plutôt pertinents. Passionnants d'ailleurs. Mais le problème, c'est que souvent, la façon de répondre à ce genre d'interrogation, ce n'est pas le dialogue, mais d'aller arracher des tableaux dans les... Mais on l'a vu, mais vous avez dû, je crois que c'est vous qui avez mis un truc sur Facebook. Oui, tout à fait. Il y a un gars qui était parti avec une statue, ce qui est complètement invraisemblable. Il s'est trompé de continent. Ça doit être ça, oui. Mais oui, en plus, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est des sujets qui sont passionnants et donc passionnés, donc pas forcément toujours objectifs. Oui, puis savoir de quelle culture on se revendique. Est-ce qu'il y a la notion de géographie? Est-ce qu'on est plus touché par l'art égyptien alors qu'on est égyptien aujourd'hui? Et puis qu'il y a l'Égypte, et puis voilà. Exactement.
Mais là, c'est sans fin. C'est du délire, mais c'est sans fin. On rigole, mais Bien, justement, en parlant de délire et de questions polémiques sans fin, on va enfin parler de du rétablissement de alors l'esclavage. avant ça, quand même, il faut revenir sur, sans jeu de mots, il faut revenir sur On le voit fait qu'on qu'il- évite de répondre à la Non, question. non, je répondrai à votre excellente question. C'est une excellente question. Mais avant ça, je vois. Ça, c'est le grand truc des hommes politiques. Mais non, faut pas oublier qu'entre temps, donc Bonaparte est revenu, parce qu'on était quand même resté en Égypte, même si on est revenu un petit peu en arrière sur l'Italie, il est revenu en Égypte, d'Égypte. Et au moment où il est accueilli en sauveur. Revoilà le sauveur, parce que entre temps, je vais faire pendant ce temps-là à Veracruz. Parce qu'entre le moment où il part et il revient, il s'est passé quand même, l'état du pays s'est dégradé, vraiment dégradé. Or, il n'y avait plus de sauveurs. Les fameux sauveurs, il n'y avait plus de général, il n'y avait plus rien, puisqu'effectivement, les meilleurs sont partis, puisqu'on a viré tous ces gens-là. On les a virés en Égypte, pour être tranquilles. Barras, etc., tout le monde était tranquille. Or, on attend le sauveur enfin, parce que là, la situation se dégrade vraiment. Et il n'y a plus personne. Il y a quand même un général. Et ça, faut pas l'occulter parce que c'est à la fois joli et terrible. C'est le général Joubert. C'est Fouché qui va aller chercher le général Joubert parce que je crois qu'il est né la même année que Napoléon. Donc il est jeune. Il n'a pas le potentiel de Napoléon, il n'a pas son tableau de chasse, si je puis dire, il n'a pas toutes ses victoires, etc. Mais il est donc facile à piloter. Et Fouché le déniche et il dit, voilà, celui-là, il est bien, ce petit gars. En plus, il est plutôt à gauche, il est plutôt du côté des Jacobins, donc c'est plutôt intéressant. Il en parle à Talleyrand, Talleyrand le trouve effectivement très bien. Et déjà, ça y est, ils commencent à se parler, Fouché et Talleyrand, ils discutent entre eux. La bande d'escrocs. Je plaisante, bien sûr. Et Talleyrand a l'idée de dire... Ce qui est important, et il sera le sauveur, donc c'est lui, effectivement, je suis d'accord, il est bien, on va pouvoir le piloter, c'est un homme de paille, mais il est trop à gauche. Il faut lui donner une aile à droite, une aile vers les royalistes. Parce que les royalistes sont là, ils sont derrière, ils sont en train de taper à la porte. Il a failli y avoir un rétablissement de la monarchie, quand même, faut pas oublier ça, coup d'État royaliste. Donc, on va le marier à une jeune femme, très belle, ça a son importance, très jolie jeune femme, et il est ravi, le général Joubert. Et donc on se dit, bon, vu qu'il n'a pas le tableau de chasse de Bonaparte, mais Bonaparte est loin, et, la guerre a repris, il faut pas oublier, ça c'est le pire pour l'homme providentiel qui pourrait être Bonaparte, c'est qu'il est loin, il peut pas rentrer, et la guerre a repris. C'est l'horreur. Donc on a Joubert. Et on dit, bah voilà, la guerre a repris, c'est sympa, il y a les Russes en Italie, ça va être facile, ils n'ont pas l'habitude, on envoie Joubert, il va gagner sa petite bataille et il va revenir comme Bonaparte, auréolé de sa victoire, on va s'en occuper. Sauf que, quand on marie Joubert, je me souviens plus du nom de cette jeune femme qui est absolument superbe, il n'a pas l'habitude, Joubert. Il est bien, Joubert, avec sa femme, et quand on a une très belle femme dans sa couche, on n'a pas envie de partir. On n'a pas envie de partir tout de suite, on la quitte pas tout de suite, on en profite. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, il reste 15 jours avant de partir. Pendant ces 15 jours-là, les Russes, eux, ont eu le temps de s'étoffer, puisque les armées russes se sont réunies. Quand il arrive sur le champ de bataille, c'est une grosse armée russe qu'il a face à lui, pas du tout un contingent. Et il arrive avec son armée, et au moment de la bataille, donc la bataille va commencer, il prend le médaillon de sa femme, il a toujours sa femme dans sa tête, dans les vapeurs de cette femme envoûtante, etc., les délices de Capoue. Il embrasse le médaillon, il tire son sabre et il dit en avant, mais il n'a pas fini sa phrase en avant qu'il prend une balle dans la tête, terminé, le sauveur. Ah, C'est terrible, faut en parler de Joubert parce que c'est pas de bol, quoi. ah ouais, quelle tristesse. Et ça ouvre le champ à Bonaparte. Quand il revient, effectivement, quand il arrive, et là on était en août 99, au moment de la balle dans la tête, on est en août 99, et Bonaparte lui arrive en octobre, Et oui. peu de temps après. C'est ça Et on lui dit, vous êtes l'homme providentiel, c'est vous. Et c'est ce qu'il, effectivement, ce qu'il racontait dans la Chartreuse de Parme en disant, vous êtes le libérateur, etc. C'est la réalité du terrain en France, quand il rentre d'Égypte. Et ça, c'est extrêmement important, parce que il a évidemment l'idée du coup d'État, il le sait très bien, Oui. ce qui va se passer. Son frère lui raconte. L'un de ses frères n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais enfin ça, bon, j'en parle un peu. Le coup d'État, on peut en parler longuement. Il y a eu beaucoup de légendes autour du coup d'État quand même. Il a été à la fois très préparé et pas très préparé. C'est-à-dire que ça a failli rater quand même.
Donc tout ça pour dire que bon bah voilà, le coup d'État de Monk, il va le faire lui-même, il le sait, il remonte à Paris et voilà. Mais c'est pas un coup d'État militaire non plus. Hein. Et une fois de plus, l'homme providentiel, eh bien, si Joubert n'avait pas pris cette bête balle en plein front, apparemment son destin était tout tracé. Oui, c'est vrai. Mais on s'est posé la question, la révolution, au moment où Joubert meurt, la révolution est perdue. C'est fini, parce que les royalistes sont aux portes du pouvoir. Ça, c'est un truc extrêmement important à voir. C'est qu'au moment du coup d'État, enfin juste avant le coup d'État du 18 Brumaire, les royalistes sont presque dans la place. C'est-à-dire que tous les acquis de la révolution, dont je parlais tout à l'heure, la liberté, etc., tout ça est peut-être en train d'être perdu. Et est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, j'irais pas jusqu'à dire on a laissé faire Bonaparte, mais il y a eu quand même des accointances de la part de certaines personnes qui se sont dit bon, peut-être mieux vaut un Bonaparte fort au pouvoir que le retour de l'ancien régime. Oui, c'est vrai. Il y avait un coup d'État qui se préparait déjà. Sans lui ou avec lui, peu importe, ouais. Mais ils avaient besoin, c'est le fameux sabre de la République, hein, le fameux sabre de la République qui finira la Révolution. On savait qu'il fallait de toute façon, je l'ai dit, un général. Il y a la BCIS, qui était là depuis le début de la Révolution, qui faisait partie du directoire, qui voulait changer la Constitution, donc on ne pouvait pas la changer sans passer 6 ans ou je ne sais plus combien de temps, donc il fallait un coup d'État, parce que rien n'était facile à ce moment-là, donc il fallait un coup d'État. Bon. Et effectivement, ce bras armé, ça aurait pu être Joubert, ça a été Bonaparte. Ça n'a pas été si facile, hein. Il y a eu beaucoup de discussions, Bonaparte aurait pu choisir un camp, un autre, etc. Il avait le choix, et c'est l'avantage aussi quand on arrive et quand on est appelé, on a le choix. Et donc, effectivement, Sieyès a pu penser, mais là on n'a pas, là on est dans l'extrapolation. On peut se dire que Sieyès a dû se dire, parce qu'on n'a pas de texte, qu'effectivement ce serait facile, il va aider au coup d'État, et une fois que le coup d'État sera fini, on s'en servira comme on voudra, il est jeune, etc. Moi je suis là depuis le début, c'est moi le maître. On a pu se dire, il vaut mieux un Bonaparte sur le coup d'État que rien du tout, ou les royalistes évidemment. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce qu'effectivement, il aura piqué la place, tout simplement. Et afin de repousser encore un peu plus la question. Ah oui, pardon, on était sur voilà. L'esclavage. Non, justement, j'ai une vraie question. J'ai une vraie question avant de parler de ça. Culturellement, dans les représentations historiques que j'ai eues, moi, pour ma part, familiales, sociales, etc., ou les professeurs d'histoire que j'ai pu voir, j'ai toujours appris qu'il y avait eu le Bonaparte, le libérateur au service de la République, qui a fait des conquêtes extérieures pour protéger la France, disons-le. Et ensuite, finalement, il y a eu le despote Napoléon. Et cette vision très tranchée, bon, c'est très simpliste, mais c'est encore, je trouve, le ressenti de beaucoup de personnes avec qui j'échange à ce sujet. Et quand je parle autour de moi de Napoléon, on m'évoque toujours, bien sûr, la retraite de Russie qui a marqué les consciences, mais aussi le 13 de Maillot, le fait que, finalement, Bonaparte n'a pas tiré sur le peuple. Napoléon l'a fait indirectement. Jamais. Ce n'est pas lui, mais jamais qui Napoléon, a mis Murat en place. Non, mais jamais Napoléon a fait tirer sur le peuple français. Français. Je dis bien français. D'accord. Mais là, on va déjà très loin, puisqu'on est déjà dans Napoléon. Mais on ne peut pas comprendre Napoléon sans comprendre Bonaparte, c'est sûr. La vision est très 20e, 21e siècle. Tout à fait. Ça commençait déjà... Alors, il y a eu, à la fin de Napoléon, enfin, 1815, au moment où il est exilé sur son île, sur l'île de Sainte-Hélène, l'île anglaise, il y a eu d'ailleurs, même avant qu'il parte, il y a eu une légende noire, très sombre, véhiculée par les Anglais, exprès. L'ogre, Napoléon ont véhiculé des images qui étaient toujours un petit peu exagérées, comme toutes les légendes, oui. D'ailleurs, évidemment. C'était l'ogre, c'était ceci, c'était cela. Oui, et donc pendant très longtemps, jusqu'au milieu du 19e siècle, il y a cette image-là qui est restée dans les consciences et qui a été véhiculée et qui a continué jusqu'au 20e, 21e siècle, etc. Oui, et ces images, elles sont très résistantes. Oui, tout à l'heure, on parlait de 13 de Maillot. On parlait de la taille de Napoléon. Napoléon, il faisait 1m68. C'est plutôt
petit, bon, je fais 4 cm de plus que lui, donc je suis un géant, mais en fait, à cette époque, on ne connaît pas vraiment la taille des personnes, il y a des approximations. On s'en fout surtout, Mais pour être clair. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'en 1900, les conscrits français faisaient 1,66 m. Donc finalement, Napoléon, petit, pas petit, d'une part, on s'en fout, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça vient de la propagande britannique, Oui, c'est vrai. qui d'un coup le représentait un ogre, et d'autre fois comme un lutin maléfique. Ouais. Et il y a ces images de Napoléon petit, avoir le complexe de Napoléon, petit qui est caporal. une expression, le petit caporal, ouais, qui sont restées au fil des ans, et même des siècles, mais on voit bien que c'est une construction de propagande. Et finalement, on n'est pas là pour faire un concours de taille, évidemment, mais on voit que ça a quand même marqué encore aujourd'hui les esprits. Mais qui C'est joue avec toujours le présent. feu par le feu périra, si je puis dire. C'est-à-dire que celui qui joue avec la propagande, forcément, il s'attend un jour ou l'autre à s'en prendre un peu dans la tête à l'envers. Comprenne qui voudra aujourd'hui. Mais il a joué avec la propagande depuis toujours. Forcément, il fallait que ça lui revienne en boomerang. C'est le premier à jouer de l'image. On n'a jamais eu ça avant. On a des représentations, des rois, machin, en majesté, toujours la même image, avec le manteau, le sceptre, enfin tous les attributs du pouvoir, évidemment. Développé à ce point-là, en tout cas. Et Ouais. il le fait lui aussi sans aucun souci. Que ce soit d'ailleurs vrai ou pas vrai, on parlait de Jaffa, que ce soit le sacre, etc., évidemment. Mais il est le premier à créer un logo. Ça, c'est un truc de fou quand on imagine ça aujourd'hui. Il devient lui-même un logo. Quand on demande à un gamin, prenez un gamin dans la rue, aujourd'hui, d'une dizaine, allez, même pas une dizaine d'années, 6-8 ans, vous lui demandez dessinez-moi Napoléon, ou dessinez-moi l'image que vous avez de Napoléon, il va vous dessiner le chapeau, ou il va vous dessiner la redingote, ou la main dans la redingote, enfin la main dans le gilet. C'est une icône, c'est un logo, un logotype. Il doit être vu par ses soldats, etc. Sa taille, on s'en fout. Effectivement, sa taille, on s'en fout. Mais lui-même s'est représenté comme étant la source même du pouvoir et de l'image. D'accord. Du coup, on va se fâcher parce qu'on Oh non. arrive enfin Oh, c'est sur engagé. le rétablissement de l'esclavage le 16 juillet 1802. Ah, Il y a- heureux temps, c'est ça. On arrive enfin. Alors, enfin, où Napoléon arrive au pouvoir dit suprême, enfin, si vous me permettez En l'expression, tout cas, le coup d'État a réussi. le coup d'État a réussi et 18 Brumaire, hein, donc c'est-à-dire novembre 99. mhm. Et sur ces premières années, il prend une décision qui a fait énormément couler d'encre, encore une fois, il y a peu, au sujet de... Oui, parce qu'à du l'époque, pas du tout. Hein. rétablissement Alors là, de- on va être très clair. À à l'époque, fait. pas du tout. C'est ça qui est Mais oui. vachement important à dire aussi. Tout le monde s'en fout. Là aussi, c'est comme sa taille. Hein. Tout le monde s'en fout à l'époque. Juste avant, quand même. Enfin, c'est dans le Oui, afin de c'est recontextualiser. dans le contexte et la discussion, Mhm. justement, du rétablissement de l'esclavage. On va se détendre aussi sur le rétablissement de l'esclavage. Il faut voir aussi que quand il arrive à la tête du pouvoir, il y a même pas 170 000 francs dans les caisses. Le pays est ruiné, hein, totalement ruiné. C'est-à-dire que on a fait la révolution pour rétablir les caisses d'un pays qui était ruiné, ça n'a rien changé. Donc on est en 99, vous voyez, de 89 à 99, il s'est rien passé, sauf des horreurs absolues. On est d'accord? Quand je parle des horreurs financières, hein, les assignats, les machins, enfin, bref, une horreur. Il n'y a plus d'argent. Il y a la guerre à l'extérieur, il y a la guerre à l'intérieur, la Vendée, la religion, etc., etc. Voilà l'état du pays. La France a perdu 40% de sa productivité, et là on est dans le sujet. La France a perdu 40% de sa productivité. Or, les armes, évidemment, il n'y a que celle-là qui fonctionne. Mais depuis, en 10 ans, on a Manière perdu de la guerre. Ouais, on a perdu 40% de la productivité en France. Voilà l'état du pays au moment où il prend les rênes. Qu'est-ce qui se passe? Et je parle de finance, parce qu'en réalité, l'esclavage, ça veut strictement rien dire à l'époque. Là, on parle de finance. Il n'a pas rétabli l'esclavage pour se dire, tiens, je vais me lever ce matin, je vais rétablir l'esclavage. Les finances, c'est quoi? Je suis pas un grand financier, loin de là, ceux qui me connaissent le savent. J'ai compris quand même une chose, c'est qu'il y a de l'importation et de l'exportation, pour que ça aille bien. Pour qu'un pays aille bien, il a intérêt à plus exporter qu'à importer. Jusque-là, on est d'accord. Et la denrée qui est la plus chère de l'époque, un peu en dessous de l'or et du safran, bon, mais le safran, c'est quand même c'est une niche, c'est on est particulier, d'accord. on est d'accord. C'est le sucre. C'est la canne à sucre.
La canne à sucre, le sucre, rappelez-vous, on a découvert le café il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 50 ans, donc on met du sucre dans le café, le chocolat, etc. Tout ça est extrêmement important. Le sucre est une denrée extrêmement importante. Avant la Révolution, la France est leader mondial de l'exportation de sucre. Juste en dessous, il y a l'Angleterre. Ben tiens. Et oui, l'ennemi héréditaire est là. La situation est donc inversée après la Révolution. En 99, l'Angleterre domine les exportations, ce qui fait que la France importe, donc elle dépense plus, donc ça ne va pas. Donc la Révolution ayant en plus aboli l'esclavage, donc ça coûte plus cher à produire. Et on parlait de pragmatisme, on est là typiquement dans du pragmatisme. Et Napoléon, qui s'appelle encore Bonaparte, même si c'est Napoléon Bonaparte, bien sûr. C'est son prénom, hein, Napoléon. Oui. Pas oublier ça. Donc Bonaparte reçoit sur son bureau, au moment où il est premier consul, un monceau de documents issus des planteurs, des grandes plantations des Antilles, lui disant « Voilà ce qui se passe, voilà la situation. On ne peut pas concurrencer les produits anglais, on est plus cher parce qu'on est obligé de payer nos ouvriers, etc. etc. » Il pourrait se dire « J'en ai rien à carrer ». Mais il ne peut pas dire ça, parce que c'est toute l'exportation française. C'est-à-dire que les Antilles, c'est un morceau de c'est la France. Il n'y a pas à discuter. C'est pas tiens, oui, mais c'est loin. Non, c'est la France. Et il n'y a pas à discuter avec ça. Or, en plus, il se passe que Toussaint Louverture est un peu gênant. On va dire qu'il se prend. Il y aurait beaucoup à dire sur Toussaint Louverture. En écrivant ce livre, j'ai eu accès à des livres des années 50-60 qui sont aujourd'hui assez peu trouvables, dont tous les historiens qui ont travaillé sur l'esclavage et sur les Antilles ne parlent pas du tout. Or, on me décrit dans les années 50-60 un Toussaint Louverture qui n'est pas du tout le même que celui qu'on nous décrit aujourd'hui. Bref, je rentre pas dans ce détail-là, vous verrez dans le bouquin. Mais, et rapidement, parce que je veux pas non plus, on va pas passer la journée là-dessus. Donc ce qu'il fait, et il n'y a pas du tout d'influence de sa femme, hein. Faut pas croire que Joséphine ait quoi que ce soit à voir là-dedans, elle n'avait pas la voix au chapitre du tout. C'est, quand on sait ce qu'il pense des femmes, c'est pas une femme qui va lui dicter sa politique. Donc ce qu'il voit lui, c'est avantage-inconvénient. L'idée de l'esclavage est celle, encore une fois, du XVIIIe siècle, pas celle d'aujourd'hui. Il y a un code, on est toujours à l'époque du code noir, qui est, vu d'aujourd'hui, qui est une horreur, et je suis pas en train de dire l'esclavage c'est bien, loin de là. Et il faut pas croire que les esclaves, c'est pas non plus les esclaves des champs de coton américains. Les esclaves aux Antilles, c'est pas du tout ça, hein. Il y a des droits, des devoirs des deux côtés, hein. Et sans en faire en aucun moment l'apologie de l'esclavage, mais il faut vraiment considérer que quand on parle de l'esclavage, on a souvent une vision, effectivement maintenant avec tous les nombreux films qui sont sortis. Donc, c'est pas Spielberg. C'est ça, c'est sur l'esclave noir aux États-Unis d'Amérique, mais l'esclavage à l'époque romaine, c'est pas du tout la même que sous d'autres civilisations, sous d'autres pays, sous d'autres temps. Il s'était régulé, et quand on sait qu'il y a eu énormément une des populations qui a été le plus réduite en esclaves, c'était les Irlandais. Donc c'est pas du tout la représentation qu'on a. Donc c'est sûr qu'il faut remettre à chaque fois la grille de lecture de l'époque. Oui, mais c'est vraiment très important. Ça a son importance. Je vous le dis, il y aura une grosse émission bientôt sur l'esclavage. Et quand je dis une, il y aura 3 émissions, en fait, sur l'histoire de l'esclavage, l'esclavage dans l'histoire, etc. Parce que c'est un sujet aujourd'hui où on raconte n'importe quoi, historiquement parlant, j'entends. Il y a des gros amalgames, oui. Ça, c'est un euphémisme. Bref, donc Napoléon décide d'être pragmatique, là encore, et de dire, il n'y a pas le choix. Et il ne faut pas non plus oublier, nous, salauds de Français, salauds de Napoléon qui rétablit l'esclavage, etc. Washington, qui est quand même un grand bonhomme, qui est le plus grand esclavagiste, quand même, de cette époque-là. Faut pas oublier que les Anglais ont encore des esclaves, et c'est pour ça que c'est pas cher, leur sucre. Et que donc, il est obligé de concurrencer les Anglais en rétablissant l'esclavage, parce qu'il n'y a pas le choix. Et il ne le rétablit pas partout. Et c'est ça qui est pragmatique, dans le sens, il n'a pas rétabli l'esclavage. Il a redonné la possibilité à certaines îles des Antilles d'utiliser des esclaves. Et oui, et justement sur ce point, il y a l'historien Jean-François Niort qui affirme que Bonaparte pense que la Guadeloupe était à feu et à sang, ce qui est faux, et que la restauration de l'ordre passe par le rétablissement de l'esclavage.
Il est aussi convaincu que l'esclavage dans les colonies assurera la prospérité de la France. Donc, une fois de plus, on n'a pas l'impression du tout d'y voir une certaine idéologie. Non, il n'y a aucune idéologie. Parce que Parce qu'il n'y en a pas à l'époque, ça veut rien blanche, dire. C'est exactement ces notions de suprémacisme blanche d'une race supérieure par rapport à une autre. C'est énormément développé dans les années 1930, 1920. Ouais, tout à fait. Et auparavant, il existait bien sûr un racisme, mais c'était pas la même façon Mais, d'être raciste. mais la notion de évidemment. race n'existe pas du tout comme on l'entend aujourd'hui. C'est ça, c'est très difficile en fait d'aborder ce genre de questions, d'autant plus que tout à l'heure on disait pas d'amalgame, mais bon ici vous voyez, c'est une discussion plutôt libre sur Napoléon, on se permet des digressions, on se prend pas au sérieux, mais on fait sérieusement nos recherches historiques et on l'échange sans filtre avec vous. Mais en fait, parler d'un sujet un peu touchy, on va dire, un petit peu Mais il devrait sensible. pas. Ça C'est m'énerve. ça. Alors voilà. Mais Enfin, tout de suite, je sais ça que devrait rien, pas être touchy. rien que ce qu'on a dit là aujourd'hui, on va s'en prendre Mais bien sûr. quelques-unes comme d'habitude. mais c'est. Alors qu'on peut avoir une conversation intelligente. Mais pardon, mais c'est du délire que ce soit touchy. Ça n'a pas à être touchy. Ça me rappelle l'émission que j'ai faite il y a pas longtemps sur les juifs dans la collaboration. J'ai hésité à faire. Tout le monde, beaucoup de gens m'ont dit oh là là, oh là là, oh là là. Mais non, justement. Et vous avez été tous, d'ailleurs, à 99,9% à me dire mais justement, faut la faire. Et c'est pareil, là, il faut en parler. Et il faut en parler. Oui, et puis C'est pas grave d'en parler. Il faut proposer des contrepoints. Là, par exemple, sur Napoléon, on va pas défendre. L'idée n'est pas de défendre Napoléon de toute façon, mais sur la question de Il n'y a pas l'esclavage, besoin de moi, surtout. non. C'est sur la question de l'esclavage qui est très intéressante. C'est lorsqu'il arrive en 1798 à Malte. Eh bien, justement, En plus, il libère. il y abolit l'esclavage. Ouais, exactement. Et quelques temps après, bien sûr, pour renforcer les besoins de l'armée française en Égypte, Il en prend. il en prend. Donc, Ouais, c'est du pragmatisme. Mais façon 18e siècle. Aujourd'hui, Tout ça à ne serait pas possible, évidemment. J'ai appelé ça de la réelle politique aussi. Il en a besoin un jour, il n'en a plus besoin. D'ailleurs, quand il va revenir après les 100 jours, il va abolir l'esclavage en Pologne, etc. Il n'a aucune idéologie. D'ailleurs, quand il écrit à Toussaint Louverture, parce qu'il lui écrit, Toussaint Louverture, général français évidemment, il lui écrit au départ, il est hors de question pour la France de rétablir l'esclavage. Et il ne rétablit pas l'esclavage. Il redonne la possibilité à certaines îles, effectivement, d'utiliser des esclaves. Ben voilà, ça y est. Mais il n'a pas aboli l'abolition de l'esclavage. C'est pas. Non mais on n'est pas dans. Parce que pour beaucoup, c'est ça. Napoléon a rétabli l'esclavage. C'est-à-dire qu'un peu comme l'édit de Nantes, il a aboli l'édit de Nantes, il a machin. Non, ça n'a rien à voir. c'est ça. Il y a aussi le fait qu'il y ait des affects aujourd'hui, en 21e Mais siècle, avec une c'est culture compréhensible. Bon, on peut comprendre les affects, Et mais justement, l'histoire le n'a dé- pas d'affect à avoir. Exactement, le débat historique peut avoir lieu. Ceci étant, il faut tout simplement laisser l'échange se construire. Et c'est ce pourquoi, quand on sent les gens qui se hérissent très rapidement à la moindre début de discussion sur certains sujets, c'est très difficile. Et donc, il y a une Mais sorte de chape de plomb qui... Je vous avoue, je m'énerve moins sur le rétablissement de l'esclavage par Napoléon que quand on me dit c'est le Hitler français. Ça sera. Ah oui, alors Là, prochaine j'avoue. question. Richard, est-ce que Napoléon était le Hitler français? Non, ça c'est le genre de truc effectivement qui m'énerve. Mais alors, mais c'est évidemment compréhensible parce que la façon dont on apprend Napoléon et dont on le restitue, et évidemment pour plein de gens, bah oui, effectivement, il a raté en Russie, il C'est a un tué, Européen qui domine l'Europe. voilà, il veut il n'a dominer jamais l'Europe, réussi à avoir l'Angleterre. Voilà. Il y a des similarités quand même. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Je crois, c'est comparer un braqueur de banque à un conquérant, mais j'irai pas plus loin. Très bien. Depuis tout à l'heure, on a des échanges un peu techniques parfois, avec des systèmes de dates. Heureusement, on n'a pas parlé du calendrier, Non. on n'a pas abordé ce genre de Mais choses. qui va arrêter d'ailleurs. Mais oui, Mais il l'arrête pas tout de suite. Pragmatique, il peut pas. parce que Napoléon met en place un calendrier qui est, je ne qualifierais pas d'imbitable, mais pas loin. Non, c'est la Révolution qui. Oui, pardon. Ouais. Mais c'est Napoléon, qui continue sous lui d'avoir ce fameux calendrier. Mais il n'a pas le choix pour la Et réelle oui. politique. Encore une fois. D'ailleurs, c'est le grand thème des révolutions, des révolutionnaires et des dictateurs. Quand il y a une dictature ou une révolution qui se prépare ou qui est en cours, forcément on change les mots, on change les noms, on change les dates, on change les calendriers, on change tout. Vous verrez ça partout, que ce soit Jules César ou les autres, on change les calendriers.
Et on change les noms, faire gaffe aujourd'hui, dès qu'on change les noms, faites attention, c'est dangereux. Je plaisante évidemment. Mais non, il peut pas changer tout de suite, parce que les gens, même s'ils ont eu du mal à s'habituer, ils ont fini par s'y habituer. Il peut pas arriver en disant j'arrête tout, et c'est là qu'il est intelligent. J'aurais envoyé Mais ouais, quel message? Il est là pour garantir la révolution. C'est extrêmement important. Il est là pour garantir, il est le sauveur de la révolution. C'est ça qui est très important. C'est pas que le sauveur de la France, il est le sauveur de la révolution pour les gens. Parce que d'aucuns diraient qu'il a fini par achever la révolution en la détournant. Non. Quand? Comment? Tout simplement en décidant non pas de mettre en place une représentation du pouvoir, une représentation du pouvoir démocratique ou une représentation différente de ce à quoi on pouvait s'attendre, et pour prendre le pouvoir absolu. Donc en gros, vous auriez imaginé Monk ou Cincinnatus, si on voulait remonter Oui. à l'époque romaine. C'est-à-dire le Cincinnatus, c'est-à-dire celui qui, par 2 fois d'ailleurs, va venir sauver Rome et puis repartir cultiver son jardin une fois qu'il avait fini, etc. Ça, c'est le sauveur idéal. Monk, le sauveur idéal, mais on est en France. Pas de pro, ça se passe pas comme ça. Je vous ai fait la liste tout à l'heure, les Jeanne d'Arc, les machins, ils ont tous été tués. Donc ça se finit pas du tout comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais il est devenu empereur. On lui reproche ça. Mais il est devenu empereur pour sauver. Il est devenu empereur pour sauver la révolution. Je dis pas qu'il avait pas des envies de grandeur. Je dis pas qu'il a. Non. Encore une fois, si vous me trouvez un écrit en disant tiens, je vais devenir empereur parce que, je vous dirais là d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas d'écrit là-dessus. Je suis pas là pour dire, je fais pas de la fiction. Je dis juste que il a été. Je vais pas dire contraint et forcé de devenir empereur. Ce serait un peu beaucoup. Un peu exagéré. Un peu exagéré. Là encore, ça a été une stratégie pour sauver la République. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il il y a eu des attentats contre lui. Qu'il est obligé d'assurer son pouvoir. N'oublions pas une chose, c'est qu'il a rétabli intégralement la France, intégralement la France en 2 ans. Je le disais tout à l'heure, quand Henri IV a mis 10 ans, lui il a mis 2 ans, il a quand même réussi le concordat avec l'Église, il a pacifié la Vendée, il a donné des nouvelles institutions, je le rappelle quand même, sur lesquelles on est encore aujourd'hui, même si depuis une vingtaine d'années on essaye de les sabrer au maximum. Enfin, nos institutions sont quand même issues de Napoléon, quand même. Le franc va devenir la monnaie nationale et il va durer ce franc-là jusqu'en 1914. Il faut quand même voir le truc quand même. Il y a l'économie qui se redresse. Il y a donc la paix d'Amiens qui est signée en 1802, en 2 ans. Regardez l'état de la France aujourd'hui. Imaginez un chef d'État en 2 ans qui règle tout ça. Et tout ça en même temps. Donc le calendrier, ça peut peut-être... Il y a des choses un peu plus importantes. Vous voyez, il avait lui, je pense, la notion de l'à-propos que peut-être aujourd'hui certains ont perdu. Peut-être, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais en fait, la question que je veux soulever, c'est que dans la représentation de Napoléon aujourd'hui, parmi les personnes qui le dénigrent, c'est de dire que tous les versants positifs en termes de droit, en termes d'institutions, se seraient développés sans lui et que finalement, il s'est accaparé un pouvoir d'une manière éminemment intéressée. D'abord, il n'y en avait pas d'autres. Et puis, sa mission n'était pas tout à fait terminée. Elle aurait pu être finie. Oui, effectivement, mais comme la Révolution aurait pu être terminée en 93, elle aurait pu se terminer en 93, mais elle a continué. Et lui, c'est pareil. Il a pacifié la France en 2 ans, en 1802, il aurait pu s'arrêter et dire, allez hop. Et d'ailleurs, les royalistes ont écrit à Napoléon en disant, voilà, vous avez fini, vous avez fait un travail formidable, maintenant, rappelez Louis XVIII, il est prêt, il rentre quand vous voulez. Oui, mais non. Oui, mais non, pour une seule raison. Parce que Louis XVIII n'aurait jamais garanti les acquis de la Révolution. Quand Napoléon devient empereur, il jure de garantir les acquis de la Révolution. Oubliez le sacre, oubliez les conneries tout autour, le décorum. Parce que la France a aussi besoin de décorum. C'est important. Après 10 ans d'horreur, faut imaginer aussi avoir vécu à l'époque de la Révolution. C'est pas marrant, hein, vous êtes dénoncé par le premier venu, vous pouvez finir dans une charrette avec la tête sous le bras. Ça dure longtemps tout ça, donc c'est quand même beaucoup. Il jure de garantir les acquis de la Révolution. C'est pas rien quand même. C'est-à-dire que, alors évidemment, il y a la bourgeoisie qui le pousse. La bourgeoisie, en fait, quand je dis Napoléon n'a pas fini son travail, la bourgeoisie n'a pas fini son boulot. Les acquis de la Révolution ne sont pas encore là.
Mais on a du mal à saisir la marge de manœuvre dont il disposait, et ainsi de se dire c'est véritablement formidable ce qu'il a sauvegardé, ou en comparaison, se dire mais pourquoi n'a-t-il pas fait ça pour... On parlait de son rapport aux femmes par exemple, mais ça lui est souvent reproché. Une fois de plus, la terminologie n'est pas bonne parce que ça serait anachronique d'utiliser le terme misogyne, mais il y avait quand même une certaine, on va dire, pas misogynie justement, mais un côté, il n'aimait pas les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, il aimait pas les femmes? Oui, c'est vrai, il aimait pas les femmes. L'époque n'avait pas réellement de considération pour les femmes. Voilà, on va dire ça comme ça. Encore une fois, c'est un homme du 18e. Qui faisait tout vite. Il mangeait vite, il faisait la guerre très vite, il n'était jamais là où on l'attendait, et il a rétabli le pays très vite. Oui, aussi avec les femmes, il allait très vite, aussi, au lit. Il faisait tout très vite. Bon. Il a eu beaucoup de femmes d'ailleurs. Donc on peut pas dire qu'il n'aimait pas les femmes, puisqu'il aimait la femme en général, mais ce qu'il n'aimait pas parce que la société de l'époque n'aimait pas la femme en politique. Il y a pas. Par rapport à la place dans la société, Oui. c'était clairement. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a que Condorcet qui a toujours œuvré pour aider justement à ce que le statut de la femme se développe, qu'il y ait moins d'inégalités, oui, etc., etc. Et c'est vrai que le procès d'intention qui est fait à Napoléon d'être misogyne et d'avoir une certaine détestation de la femme, c'est vrai qu'une fois de plus, il faut le remettre dans le contexte de l'époque où les féministes ou ceux qui voulaient faire ça n'existe pas à l'époque. oui, un terme anachronique, mais les personnes qui voulaient tout à fait. Les personnes qui voulaient faire contribuer à améliorer la condition de la femme étaient vraiment peu nombreux, pour le dire très simplement. Et les valeurs qui étaient portées, c'était un autre regard. C'était plus il y a des procès d'intention qui sont faits, mais Napoléon est regardé avec un regard très dur, en fait, parce qu'on est chargé de nos affects aujourd'hui. Oui, c'est ça. Par contre... Faut pas regarder, que ce soit Napoléon ou que ce soit d'autre, faut pas les regarder avec nos yeux d'aujourd'hui. Hein. C'est compliqué. Il y a eu des tentatives d'exhumation, si je puis dire, de certains personnages féminins, par certains personnages féminins de notre époque, comme Olympe de Gouges. Voilà, tiens, on a exhumé Olympe de Gouges. Regardez, la grande féministe, machin. Pas du tout. La déclaration. On a voulu, on a voulu en faire une égérie, tout le monde s'en foutait. C'est-à-dire que ça, c'est faire de l'histoire avec par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, je prends un personnage et je veux en faire quelqu'un d'important. D'ailleurs, regardez, voilà ce qu'elle a fait, ce qu'elle a écrit. Ce qu'on ne dit pas, parce qu'on n'est peut-être pas historien, ce qu'on ne dit pas, c'est ah oui, mais ça a intéressé combien de gens autour quand elle a été exécutée, rien à foutre. D'ailleurs, Robespierre savait même pas qui c'était, quoi. Elle n'avait zéro. C'est comme aujourd'hui, vous allez me parler d'un youtubeur qui fait 3 vues. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu comme si... C'est intéressant. Je m'envoie des fleurs, j'aime bien. Mais de temps en temps, il faut s'envoyer des fleurs. Mais c'est effectivement ça. Imaginez, dans 500 ans, on va exhumer un youtubeur qui fait 3 vues en disant, regardez, celui-là, il avait raison à l'époque déjà, il était le premier à dire ça. Oui, peut-être, mais il y avait que 3 vues, donc ça intéressait personne. Donc il y avait effectivement Madame de Staël, qui était peut-être là, par contre une vraie, mais opposante. Pas parce que c'était une féministe, elle était juste opposante. Et alors ça, pour Napoléon, un opposant plus une femme, ça faisait beaucoup. D'accord. Mais oui, c'est vrai, il n'aimait pas la femme en politique, la femme dans la société civile, voilà, qui travaille, quoi. C'était à l'opposé de ses représentations, un homme du XVIIIe siècle. C'est ça, et comme je disais, comme pour les finances, c'est un peu pareil, quoi. Ce qui, bien sûr, à nos yeux, XXIe siècle, est déplorable, mais une fois de plus, pas le même système de valeurs. Après tout, il peut être comme il veut. Mais oui, c'est un homme de son époque, on peut en discuter. Mais par rapport à tout ça, depuis tout à l'heure, je disais, on emploie énormément de noms, de dates. Mais j'ai évité les trop de dates. Les trop de dates, ouais, mais justement... Moi-même, des fois, je me perds. Et oui, et moi, si j'avais pas lu ce livre ou que j'avais fait quelques études d'histoire, je serais très perdu, même si c'est pas du tout ma période. Mais en fait, dans l'idée, ce livre, il est plutôt accessible, j'ai trouvé finalement. C'est gentil. Parce que ça déroule bien et on n'est pas trop encombré avec des trentaines de noms ou de lieux dits ou de détails de la micro-histoire. Mais par contre, je pense qu'un amateur de Napoléon pourrait lire avec plaisir ce livre, ne serait-ce que par plaisir de vous contredire, de dire comment avec plaisir s'offusquer. Et moi, j'aimerais bien un débat un jour avec un contradicteur
par rapport justement à cette réflexion sur les grands hommes de l'histoire. Ça pourrait être intéressant, je trouve, parce que moi, pour le coup, je n'étais pas trop en mesure de m'opposer. Je connais peu Napoléon, ou alors d'alimenter plus avant. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que vous y avez appris? Finalement, la réelle politique, je n'avais pas compris pour ma part le côté pragmatique, et je pensais que c'était bien plus teinté d'idéologie, et j'avais pas mesuré le réseau tentaculaire qu'il avait développé en fait pour conserver le pouvoir. Ouais. Et y accéder déjà et le conserver. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Après, vous entrez quand même dans des détails matrimoniaux assez... Oui, mais parce que tout est stratégique. Alors, oui, ce que j'ai ça. pas voulu dans le bouquin, c'est faire il est né, il a fait ci et il est mort. Parce que ça, il y en a des milliers. Le meilleur, c'est celui de Tullard, et il faut lire Le mythe du sauveur de Jean Tullard. C'est voilà, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le voilà. Pas parce que c'était mon prof, mais parce que vraiment c'est d'abord très bien écrit, très accessible, tout en étant extrêmement précis, avec des tas de notions vraiment très importantes. Donc je voulais pas faire ça parce que ça, il y en a beaucoup. Je voulais vraiment montrer que chez Napoléon, Bonaparte et Napoléon, chez lui, tout est stratégie, ses mariages, donc la politique, la guerre, bien entendu, ça, on ne peut pas passer à côté, ça aurait été dommage, et sa mort. Mais ses femmes et ses mariages, ces deux mariages, c'est ni plus ni moins que de la politique. Or, ce type, faut imaginer, je dis ce type, après l'avoir côtoyé quelques temps pour travailler vraiment dessus, qui a écrit quand même des romans à l'eau de rose quand il était très jeune. Faut imaginer Napoléon écrire des romans à l'eau de rose quand même. Faut voir ça. Barbara Cartland n'aurait pas été choquée par ce qu'il a écrit. Elle aurait écrit à peu près la même chose. Ce type qui a toujours cherché à se marier. Il voulait absolument parce que famille pauvre, il fallait absolument qu'il ait un statut. Et se marier à l'époque, c'était très important. Il est tombé fou amoureux d'une femme, Joséphine. J'en parle un petit peu, mais bon, tout le monde connaît, évidemment. Lui était fou amoureux d'elle, elle, pas vraiment. Mais bon, peu importe. Et de là à dire qu'il a conquis l'Europe parce qu'il a jamais pu conquérir son cœur, je l'ai dit une fois pour rigoler, ça peut être marrant, mais enfin bon, je ne vais pas faire du Freud avant l'heure. Mais quand il se sépare de Joséphine, il se sépare pas d'abord de gaieté de cœur, ça lui pèse beaucoup, mais il se sépare parce qu'elle ne lui donne pas d'enfants. Et il sait qu'il peut avoir des enfants parce qu'il en a eu plein. Jusqu'à une fille qu'on a retrouvée récemment, on a eu une magnifique émission, dans cette magnifique émission dans laquelle vous m'invitez. Quand je vous dis qu'on se prend pas au sérieux. Donc il sait qu'il a des enfants, qu'il peut avoir des enfants, donc que c'est elle le problème, donc forcément il la vire. Il la vire, mais ça lui arrache le cœur, vraiment. C'est la seule femme qu'il ait vraiment aimée. Et il va avoir du mal, mais bon. Et il va épouser, il le dit d'ailleurs, j'épouse un ventre. C'est une horreur, cette expression, ce qui prouve qu'on n'a aucune considération. C'est presque médiéval comme considération. Et je pense même qu'à l'époque médiévale, on avait plus de considération pour les femmes. Vraiment. Mais je suis d'accord avec ça. J'épouse un ventre, c'est-à-dire que j'épouse une femme qui va me donner un enfant. C'est peut-être, pour moi, c'est la plus grosse faute d'ailleurs dans sa stratégie, dans ses stratégies. C'est la femme qu'il choisit, c'est sa plus grosse faute. Je ne parle pas de la Russie, je ne parle pas de l'Espagne, je parle vraiment de Marie-Louise. Il va aller quand même, c'est quand même d'un cynisme épouvantable, il va aller épouser la descendante directe de celle qui on a coupé la tête, on a écrasé son père, enfin bon, c'est une horreur totale. D'ailleurs, il envoie pour le mariage celui qui a battu son père il y a peu de temps, enfin bon, c'est une horreur. Bon. Mais c'est sa plus grosse faute parce qu'il va s'allier, et là, du coup, pour le coup, il tue la révolution. Et il va se mettre à dos beaucoup de gens. À juste titre, je pense. C'est vraiment la plus grosse faute. Pour moi, c'est elle. Donc, stratégiquement, c'était une stratégie. Stratégiquement, celle-là, c'est une erreur. Et ça montre à quel point, à partir d'un certain moment, puisqu'on revient sur l'homme, vous m'en parliez tout à l'heure, est-ce qu'il n'a pas pris la grosse tête, etc. Est-ce que l'empereur... jusqu'à un certain point. Il a sauvé la révolution, c'est vrai. Il a terminé la révolution, c'est vrai. Mais il y a un moment donné où il s'emballe un petit peu et il est plus suivi surtout.
C'est-à-dire que tout va bien tant qu'il gagne. Il a le même défaut et le même avantage que les Francs à l'époque de Clovis, c'est-à-dire que tant que ça gagne, c'est bien, mais à partir du moment où je perds, c'est terminé. Et quand je commets des fautes, tu les reprends dans les dents. C'est très exactement ce qui lui est arrivé. Il aurait épousé Marie Walewska, c'était, pour moi, il aurait duré. Il serait resté. C'est Richard Fremder, entremetteur. non, mais c'est pas que moi qui le dis, mais c'est vrai que Évidemment, ça aurait été plus intelligent. Et puis il y a la stratégie de sa mort, qui finalement est sa dernière bataille. L'Angleterre l'a vaincu. Il n'a jamais pu conquérir cette île. L'or anglais a fait, avec les nombreuses coalitions, a fait que il a quand même eu l'Europe. Imaginez la France, 130 départements. Enfin, faut imaginer Barcelone, Rome, Naples, Milan, Vienne, tout ça, c'est français. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, faut imaginer ça. Moi, ça me fait rêver. Il y a un côté romantique qui me fait rêver. La France a été grande à ce moment-là. C'est pas l'occupation nazie non plus. Hein. Pour revenir à Hitler, c'est pas non plus les nazis. Hein. Beaucoup de gens le souhaitaient, ça. Sur le terrain. Bref, je reviens pas là-dessus. Donc les Anglais finissent par le vaincre et l'envoyer à Sainte-Hélène. Il peut pas s'échapper. Enfin, faut voir Sainte-Hélène, au large de l'Afrique, une horreur, c'est impossible. Mais il sait, malgré tout, en homme de propagande, il a perdu contre l'or anglais, contre la propagande anglaise. En homme de propagande, il peut aussi s'échapper de Sainte-Hélène d'une autre façon. Et il a avec lui, quand il part, les 4 évangélistes. Et ça, c'est, pour moi, la plus géniale de ces batailles, c'est cette dernière bataille. C'est-à-dire qu'il va raconter, tous les jours, au fil de sa captivité, sa vie, la vie finalement de ses 10 ans de règne, à sa façon. Évidemment, celui qui raconte, c'est forcément, il n'est pas débile, il va raconter à sa façon, bien sûr. Quand Lascaz va revenir, alors les 4 vont partir avec des notes, etc., diverses et variées. Quand Lascaz va revenir, il ne revient pas avec ses notes, qui lui ont été prises par les Anglais, donc il revient sans ses notes. Donc il va réécrire, quand il va rester en Angleterre, Lascaz, il va réécrire avec ce dont il se souvient. L'Europe est en train de changer, d'évoluer, les mentalités évoluent, et il va récupérer ces notes finalement, qu'on a retrouvées là, il n'y a pas longtemps, et il réécrit un Napoléon, donc c'est le fameux mémorial, qui est la dernière bataille de Napoléon. Il écrit, ensemble en fait, ils ont écrit un Napoléon terriblement européen et terriblement romantique. C'est-à-dire qu'en fait, l'exilé qui va se décrire dans le mémorial comme le Christ flagellé, il va tous les jours, c'est vrai que Hudson Law, qui est le gardien en fait, de Napoléon, va le brimer. Ça va être des brimades quotidiennes complètement ridicules, imbéciles, mais Napoléon va en faire des tonnes. C'est-à-dire qu'il va accentuer ça. Ouais, je suis obligé de vendre ma vaisselle pour payer ça. Enfin voilà, c'est une horreur. Bon, quand on lit le mémorial, c'est presque drôle parce qu'à la limite, on dit, ouais, il en fait peut-être un peu des caisses. Ouais, il en fait des caisses, mais ça marche. Et ça marche à tel point que, à l'époque où l'œuvre sort, le mémorial sort, l'Europe a tellement changé que c'est l'Europe des nations, des grosses nations importantes. Et c'est la victoire de l'Autriche, Hongrie, etc., qui asservissent les gens. On est à cette époque où c'est le début, on est presque dans la révolution industrielle, c'est le début où les gens commencent à être un peu opprimés, commencent à en avoir un petit peu assez. Et on cherche à nouveau un homme providentiel qui n'est pas là. Il n'y a pas d'homme providentiel. Et on a ce bouquin qui sort, qui va être l'un des plus gros best-sellers de l'histoire de la littérature, quand même, après la Bible. C'est quand même un truc incroyable. Et on a cet homme qui devient le chantre de la liberté. Il faut quand même le faire. C'est fou comme renversement de situation. Il devient le chantre de la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a été asservi va devenir le héros de ceux qui sont asservis. C'est-à-dire qu'il va dire, regardez comme je suis moi, si vous m'aviez eu encore, je vous aurais aidé. J'ai sauvé la liberté, j'ai sauvé la révolution, voilà. C'est le mec qui a interdit quand même les journaux, la liberté, etc. Enfin, interdit, qui a empêché beaucoup de liberté, va se montrer en héros de la liberté. Et c'est ça, sa plus grande bataille, finalement, sa plus grande stratégie, c'est de sortir de Sainte-Hélène et d'arriver à avoir des gens comme Victor Hugo qui vont en faire ce qu'il en a fait, c'est-à-dire un homme extraordinaire, qui a quand même eu une destinée extraordinaire. Et c'est pour ça que ça m'énerve et qu'on devrait le mettre en avant. Elle est longue cette émission quand même, désolé mesdames, messieurs. Mais oui, en plus vous avez raconté la fin, du coup les gens vont pas acheter le livre. Oui, c'est vrai que personne connaissait la fin. Je pense que du coup on peut conclure sur ce beau
ou enfin, j'ai envie de dire beau retournement de situation, parce que quand même l'histoire pour lui est presque belle, même si s'il finit sa vie dans des conditions plutôt navrantes finalement. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus, et tout simplement on a hâte de savoir quand est-ce que sort ce livre. Alors, il sort le 27 avril, très exactement. On peut l'acheter partout, Amazon, Fnac, machin, etc. Chez vos libraires indépendants. Évidemment, les libraires indépendants quand ils sont ouverts, mais ils le sont. Et puis, je terminerai juste, non, je suis pas d'accord. Conditions navrantes, il fallait ces conditions navrantes pour qu'il termine comme ça. Ah oui. Il n'aurait pas été un héros romantique. S'il avait fini, imaginez, Ça fait partie du... Oui. imaginez Napoléon se barrant de Sainte-Hélène et finissant en Louisiane avec des vieilles mémères à prendre le thé. Franchement, la légende serait pas la même, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'en parlerait même pas, on serait même pas là aujourd'hui pour faire cette émission. C'est certain. Et il faut pas oublier que parce il a fini comme il a fini, né sur une île, il a voulu conquérir une île, mort sur une île, c'est parce qu'il a été ça qu'aujourd'hui il y a plus que de 5 livres par jour qui sont écrits sur Napoléon depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est un truc de fou. Les plus grands comédiens ont voulu jouer, et Joachim Phoenix va jouer Napoléon. Et je forate. Etc. Enfin voilà. Et que, regardez, les jeux, vous qui aimez bien les jeux vidéo, Civilisation, le premier personnage qui vient, c'est Napoléon. Napoléon Total War, etc. Mais bien sûr, etc. regardez ce qui se fait quand il y a des tests, enfin des questionnaires sur quel plus grand personnage historique vous vient. Dans toute l'Europe, c'est Napoléon qui vient en premier. Et même dans le monde, il est dans le tiercé de tête en Chine, etc. Mais c'est fou parce qu'il fascine et il Il divise. fascine parce qu'il a cette destinée incroyable. Mm. Et c'est pour ça que ça m'énerve, et que j'ai commencé par ça en disant, mais c'est lui qu'on devrait mettre en avant, au contraire, plutôt que de le clouer au pilori. C'est lui qu'on devrait montrer comme exemple de cette France qui effectivement accueille ses enfants de façon sublime, parce que c'est vrai, quand ils veulent bien bosser pour la France, pour cette France qui quand même a un parcours incroyable sur 2000 ans, plus de 2000 ans, ce pays qui est fantastique et qui donne sa chance. La preuve. Et puis flûte, quoi, nos plus grands footballeurs, ils sont pas... hein. Bon, merci en tout cas, c'est sympa. Puis désolé, on fait de l'autopromo, mais après tout, flûte, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, on était là dans une autopromotion, dans une démarche d'autopromotion, mais vous avez vu, on l'a pas fait en se prenant très au sérieux. Quand, je dois bien le dire, moi j'ai appris plein de choses dans ce livre, parce que Napoléon, c'est pas du tout ma spécialité. J'ai appris plein de choses. Après, peut-être que j'aurais pu tiquer sur certains points et réagir de manière revêche, mais pour ce faire, il faudra acheter le livre. Exactement. Ce qui pourrait être marrant, c'est d'avoir des auditeurs. Ah ouais, qui volontiers. pourraient poser des questions un jour, ça, on pourrait mettre ça en place. Revenir là-dessus, Et sur puis- des et questions puis- spécifiques sur Instagram ou Facebook. Exactement. Et puis on parle. Comment on va faire pour le prochain bouquin qu'on fait ensemble? Mhm. Comment on va faire cette émission? Il faudrait qu'il y ait un troisième personnage qui puisse venir nous poser la question. Ça On va le être dit pas, on l'a pas compliqué. dit, on n'a pas dit ce qu'on faisait. C'est un secret. Voilà. Merci beaucoup, Prem. Oui, bah merci à vous d'être venu dans cette émission. Ça fait Je plaisir laisse de vous fi- revoir. Je laisse finir, c'est pas moi, c'est pas mon émission. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, à chaque nouveau livre, je vous réinviterai avec grand plaisir. Je suis ravi d'avoir réussi à mener une émission sur Napoléon en parlant autant de l'Égypte. C'était inespéré. Puis un grand merci à vous. Et puis, c'est vraiment un beau livre. Donc, C'est sympa. franchement, je le relirai avec plaisir. Merci à tous, salut. Ciao, ciao.